Bonjour, je vous retrouve pour le tag de mi-année que j'avais déjà fait l'année dernière du coup. L'idée c'est de répondre à 13 questions pour un peu faire le bilan de cette première partie de l'année 2024 et continuer aussi à se découvrir grâce aux livres et à ces questions. Je vais essayer de faire ça de manière assez rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais essayer aussi de pas résumer les livres plus que ça parce qu'en fait c'est des livres plutôt connus ou dont j'ai parlé dans des bilans lecture, donc je vous renverrai à chaque fois au bilan lecture correspondant pour avoir un avis plus détaillé. Et on y va. Alors la première question, c'est ma meilleure lecture et comme l'année dernière je ne vais pas y répondre, je vais faire une vidéo spéciale parce que c'est trop dur de choisir et que voilà, je préfère en faire une vidéo et hiérarchiser et vous montrer plusieurs lectures plutôt incroyables que j'ai faites cette année. Alors par contre la deuxième question, meilleure suite de saga, là j'ai pas du tout hésité. Il s'agit donc du préquel de La Roue du Temps, Nouveau Printemps, que j'ai adoré, j'ai saigné. J'ai qu'une envie, c'est de le relire déjà, alors que je me rappelle de tout, vraiment, tout est marqué en moi, j'ai des scènes. Je me suis fait des représentations de certaines scènes, voilà, qui sont encore dans ma tête. J'en ai rêvé, littéralement, de ce livre. Et donc ici, on est bien avant les événements qui sont narrés dans La Roue du Temps. On se situe majoritairement à la Tour Blanche avec Moiraine au début de son apprentissage pour devenir Aes Sedai. Et on va suivre en parallèle Lan qui parcourt le pays et ces deux-là vont finir par se rencontrer. Donc on a leur début de relation assez tumultueuse. Donc c'est pas une relation amoureuse mais quand même tumultueuse avant que Lan finisse par devenir le champion de Moiraine et l'accompagne trouver le dragon réincarné, et c'est le début des événements de La Roue du Temps. Vraiment ce livre, j'avais qu'une hâte, c'était de le lire. À chaque fois je vous parle de La Roue du Temps, à chaque fois je vous parlais de Moiraine Sedai qui était un personnage magistral. Meilleure suite de saga de ce début d'année 2024 et je pense de l'année complète, ça c'est sûr, ça ne pourra pas être détrôné. Question numéro 3, une sortie de l'année 2024 que je n'ai pas encore lue et qui me tente. Alors j'ai décidé d'en mettre deux ici, deux livres différents. Tout d'abord il y a le tome 3 de Palace de Marine Carteron que j'ai très envie de lire, donc voilà, très brièvement on est je pense dans le tome 3 pendant les événements de la guerre de Troie et Athéna a mis en place tous ses pions dans le tome 2 notamment pour déclencher cette guerre afin de récupérer Pallas, sa sœur de lait qui est enfermée à Troie dans une statue de bois. Et ce que j'aime beaucoup c'est la réécriture historique évidemment, mais surtout la place des femmes, leur agentivité dans l'histoire. Vraiment je fais que en parler, ça a été un des coups de cœur de cette année 2024, cette saga, et la plume de Marine Carteron, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, est incroyable. Deuxième livre qui me tente beaucoup, les deux sont des prochains achats, ça c'est sûr. C'est Rue du Passage de Fatima Wassak. Fatima Wassak, je l'avais découvert avec son essai, notamment La puissance des mers, qui m'avait bouleversée et je pense que c'est une de mes meilleures lectures de 2022. Je fais que parler de cet essai tellement qu'il m'a bouleversée. Et donc là, Fatima Wassak s'essaie à la fiction, donc c'est de la littérature blanche contemporaine. Elle va reprendre, aborder les thèmes qu'elle a l'habitude de développer dans ses ouvrages, à savoir l'antiracisme, l'antisexisme et l'écologie qui sont des thèmes fondamentaux dans ses travaux. Donc j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'aller le lire. Je l'ai peu vu en librairie, ou en tout cas dans les librairies où je vais, et c'est pour ça que je ne me le suis pas encore procuré. Question numéro 4, une sortie de la deuxième partie de l'année 2024 qui me tente beaucoup. Et là, j'ai screené ce livre il y a quelques jours, donc c'était évident que j'allais vous parler de ce livre-là. Il s'agit de Ainsi l'animal et nous de Kautar Archi. Alors avant de vous parler du livre, dans ma précédente vidéo, donc dans la vidéo mi-bilan de l'année 2023, je disais à la fin qu'une des autrices que j'avais envie de continuer à découvrir, c'était Kautar Archi. Et donc, voilà, la continuité est là. Dans Ainsi l'animal et nous, je pense qu'elle va revenir. C'est un essai. Elle va revenir sur le mouvement antispécisme, ou peut-être les mouvements antispécisme, je sais pas trop. Les mouvements
mouvements antispécistes sont des mouvements qui visent à abolir ou en tout cas à faire prendre conscience qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les animaux d'un côté et peut-être végétaux et les hommes. Et donc c'est des thèmes qui m'intéressent vraiment beaucoup et Kautararchi, je l'ai entendu déjà dans un podcast qui s'appelle Comme un poisson dans l'eau que je vous conseille. Donc il y a un podcast antispécisme. Je l'avais donc entendu dans ce podcast et elle croisait de manière intersectionnelle, ce qui est un outil qu'elle utilise beaucoup. Donc ce mouvement ou ces idées antispécistes avec le mouvement antiraciste et le mouvement écologique. Et je trouve qu'au croisement, il se joue des choses qui sont vraiment très intéressant. Kautararchi qui est sociologue et je me dis que tout ça combiné va faire un essai magistral. J'ai qu'une hâte, c'est de le lire et je crois qu'il sort le 5 septembre 2024, donc il n'y a plus qu'à attendre. Question numéro 5, ma plus grosse déception depuis le début de 2024. Sans surprise, je vais pas épiloguer la 8e couleur de Terry Pratchett. J'ai pas du tout aimé, j'en ai beaucoup trop parlé. Je voulais aimer, c'est pour ça que je l'ai mis dans plus grosse déception parce que moi ça me séduisait, l'idée des Annales du Disque Monde me plaisait et j'avais envie vraiment d'aimer, mais ça ne l'a pas fait. Question numéro 6, ma plus grosse surprise depuis le début de l'année 2024. Alors j'ai pas pu choisir, j'ai mis les deux parce que c'est deux surprises différentes. Alors tout d'abord il y a Fille de Camille Laurens que j'ai adoré, vraiment. Ici, on va suivre la vie de Laurence, je crois, au cours de sa vie. Donc une jeune fille plutôt d'un milieu aisé, blanc, ce qui est important. Et en fait, on lui a appris dès le plus jeune âge que être une fille, c'était pas être un garçon et c'était moins bien qu'être un garçon. Et cette idée, en fait, va transcender tout le récit, va parcourir tout le récit. Se pose en fait en filigrane l'idée du mouvement féministe et de l'agentivité des femmes. Et j'ai trouvé ça incroyable, d'autant plus qu'on suit plusieurs générations de femmes. Les idées féministes sont différentes et il y a des débats qui sont plutôt intéressants. Et c'était très dur, attention, il y a beaucoup de trigger warning, mais c'était vraiment une excellente lecture. Alors pourquoi je l'ai mis ici dans plus grosse surprise? Parce que je l'avais acheté en me disant ah oui ça va être trop bien et puis je l'avais laissé dans ma palle plusieurs années et j'arrivais pas à le sortir, vraiment pas, et en fait je n'attendais plus rien de ce livre. La hype était complètement retombée, vraiment. J'avais pas forcément envie de le lire, j'hésitais à le unhauler. Finalement je l'ai sorti parce que c'est dans ce fameux vlog où je lisais aussi celui-ci, où je piochais au sort les livres de ma palle pour les lire et il est sorti et ça m'a mis un coup de pied aux fesses pour le lire. Et j'ai bien fait parce que vraiment très bonne lecture. Et dans cette même catégorie, la lecture est complètement différente. Les thèmes sont complètement différents. On n'est pas dans le même genre de littérature, vraiment pas, c'est pas le même public à qui on s'adresse, mais en plus grosse surprise, il y a cette brique, donc ici les 3 premiers volumes, enfin la trilogie principale d'Hunger Games de Suzanne Collins que j'ai adoré. J'ai enchaîné les livres, je les ai dévorés, j'ai adoré. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer Hunger Games. Une bonne surprise parce que je pensais pas aimer autant, je pensais que la dimension young adult n'allait pas du tout passer avec mon regard plus adulte, je mets des guillemets dans cette phrase, sur cette œuvre et que j'allais trouver ça un peu ce que je peux reprocher par moments à peut-être du mauvais young adult où en fait on prend les adolescents et les adolescentes un peu pour des personnes bêtes, pas intelligentes et du coup ça fonctionne pas. Et là c'était pas du tout ça. Et aussi grosse surprise parce que je pensais pas aimer autant et que ça soit un coup de cœur vraiment et avoir une envie de lire le préquel. Et là aussi, ce qui me fait dire que c'est une très grosse surprise, c'est que un nouveau livre est annoncé et j'ai envie de le lire et je suis hypée par cette information. Alors que franchement, jusqu'à maintenant, pas du tout. Et donc j'ai toujours pas lu le préquel parce que je me rappelle encore beaucoup trop du film et je voudrais me détacher des images du film pour vraiment m'imprégner de la lecture. Et c'est ce que j'avais fait en fait avec Hunger Games. Je me rappelais absolument pas des films que j'avais vus adolescente. C'était très bien parce que même si j'avais quelques images par-ci par-là, j'ai pu me créer moi mes propres images. 7e question, nouvelle autrice préférée. Comme la dernière fois, je trouve ça très difficile de dire préférée. Préférée, je vais laisser cet adjectif de côté pour plutôt reformuler la question en nouvelle autrice que j'ai envie de suivre. Celle-là aussi, ça a été une évidence. Il s'agit de Marine Carteron parce que après avoir lu Palace, le tome 1, j'ai ajouté sur Babelio tous ces
livres quasiment. À chaque fois, je lisais le résumé, je disais ok, je veux le lire, ça a l'air génial. Ok, celui-là aussi. Et notamment sa réécriture de Roméo et Juliette avec le thème du végétarisme. Je suis très intriguée par ce livre-là. Quand même, faut l'avouer, par pas mal de livres de Marine Carteron. Et donc, j'ai envie d'aller découvrir tout ce qu'a pu faire cette autrice. J'attends juste de finir Pallas et après, je me lance. Comme une évidence, un petit peu, cette autrice dans cette question reformulée. Alors, 8, nouveau crush littéraire. Alors, c'est pas nouveau parce que j'avais déjà lu le tome 1 de l'un des deux. Je vais vous présenter 2 crushs littéraires. Au moment, l'année dernière, où j'avais fait cette vidéo, mais je pense que je l'avais pas classé comme crush littéraire. Alors, crush littéraire, oui, c'est 2 personnes pas forcément très recommandables, qui questionnent énormément le fait que dans notre socialisation, on soit, nous femmes, attirées par des hommes un peu bad boys, ténébreux, dans les mauvais sens du terme, et ça questionne cette violence dans les relations. Donc je tiens à préciser ça. Le premier n'est pas des moindres. Je vous montre le tome 2 parce que je pense que le crush littéraire s'est accentué avec le tome 2. Il s'agit donc de Grimshaw dans la série Light Lark de Alex Astor. Ici c'est le tome 2, Nightbane. J'ai beaucoup moins aimé le tome 2 que le tome 1, mais par contre Grimm, voilà, il donne chaud. Je l'ai beaucoup aimé. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Voilà. Et le deuxième crush littéraire, il s'agit de Alexander dans la saga Absolue, écrit par Margot Dessen. Alexander que je trouve charismatique, touchant et qui m'a beaucoup marqué à ma lecture, notamment du tome 2. Et je voulais pas vous le montrer pour pas vous spoiler peut-être des choses avec la couverture du tome 2, mais vraiment Alexander, j'ai bien aimé. Question numéro 9, nouveau personnage préféré. Alors c'est pas un personnage nouveau, je l'ai toujours bien aimé, mais en fait je l'ai mis dans cette catégorie parce que c'est le retour de ce personnage dans mes lectures de manière régulière, et en fait je me rends compte qu'il m'avait manqué et que je l'aimais vraiment beaucoup, lui et ses aventures, lui et l'écriture, lui et l'œuvre que cette autrice a pu écrire, que je trouve magistrale, notamment parce que je viens de finir le tome 9 et qu'il se passe des choses incroyables pour pas vous spoiler, et il s'agit donc de Fitz de l'Assassin Royal que j'aime vraiment beaucoup. Et ici c'est donc l'Assassin Royal, la deuxième époque, partie 1, qui correspond au tome 7, 8, 9, et le tome 9 est incroyable, vraiment la fin de cette intégrale est magistrale, bouleversante, j'ai adoré. Je vous le dis, ça fait partie de mes coups de cœur du mois de juin. Et donc voilà pour nouveau personnage préféré, ou le retour d'un personnage préféré, Fitz, loin voyant. Question numéro 10, ce livre qui m'a fait pleurer. Là pareil, j'ai pas hésité. Le dernier tome de La Roue du Temps, et je pleurais tellement en écoutant le livre que je me suis demandé si je pouvais aller travailler en ayant autant chialé dans ma voiture en fait, sur le trajet domicile-travail. J'étais mais bouleversée. Il se passe des choses, je m'en suis toujours pas remise. La Roue du Temps, vous savez que ça a été une très bonne saga pour moi, vraiment. Il y a un affect particulier avec cette saga et cette fin était à la hauteur de tous les enjeux. J'ai chialé, vraiment. Je pense que ça résume ce tome, le fait que j'ai pleuré de manière répétée. Question 11, livre qui m'a rendue heureuse. Et j'ai choisi Archives de l'Exode de Becky Chambers, qui est magnifique aussi. Et ça peut paraître peu intuitif ou assez étrange le choix de ce livre dans cette catégorie, donc vraiment je répète, livre qui m'a rendue heureuse. Mais en fait avec Becky Chambers, c'est très doux, c'est très positif, et déjà on se sent apaisé en lisant ces livres, et c'est des livres de science-fiction, donc je trouve ça intéressant parce que très souvent on nous décrit une fin du monde, un monde très violent, avec des guerres de partout, la fin de l'humanité, et en fait là c'est pas du tout le cas, donc ça je trouve ça apaisant. Et ça participe à me rendre heureuse en lisant, ou en tout cas pas à me mettre dans un bad mood quoi. Et l'autre chose qui me rend heureuse en lisant Becky Chambers, c'est que ces livres sont militants queer, militant féministe, militant écologique. Et j'adore cette idée qu'en fait elle nous dépeint une société possible, une société avec une acceptation de tous et de toutes, en acceptant les différences de chacun, chacune, et qui respecte la planète, ou en tout cas qui se préoccupe de cette planète. Et ça me rend heureuse de me rendre compte qu'en fait il est possible de créer un monde différent, un monde meilleur, et notamment dans le contexte dans lequel je suis en train de tourner, et vous sûrement de regarder cette vidéo, c'est
essentiel de se rendre compte de ça. Et en fait, ça me rend heureuse de me dire qu'il existe une alternative possible, une alternative qui fait plaisir, une alternative qui fait du bien et dans laquelle on sera, je l'espère, davantage heureux et heureuse, au moins d'un point de vue sociétal, social, et qu'on n'ira pas tout droit dans la catastrophe, ou en tout cas qu'on pourra freiner notre avancée vers cette catastrophe. Question numéro 12. Plus beau livre que j'ai acheté ou reçu, et il est vraiment magnifique. Il s'agit de Je serai le feu de Digli, que j'ai pas encore lu, que vous connaissez parce que il a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, je le trouve magnifique. Les illustrations de Digli sont toujours très belles. Je vous en cherche d'autres. Et donc, dans Je serai le feu, Digli a regroupé des poétesses. Il me semble qu'il n'y a que des poétesses, donc des femmes poètes, poétesses. Et elle a demandé à Clémentine Beauvais de traduire les textes anglophones. Et Digli a illustré ce texte-là. Et donc on a un objet du patrimoine littéraire qui est incroyable, qui est beau, mais qui est aussi très fort par son côté militant. En fait, le livre est assez épais. A priori, on connaît peu de ces poétesses, ou en tout cas peu nous sont parvenus jusqu'à nous. Et je trouve ça très fort de rendre ce patrimoine si visible, si puissant. Et en fait, de montrer que les femmes poétesses, c'était pas une minorité, mais qu'elles ont existé, et du coup de les remettre sous la lumière actuelle. Et ça me rappelle la version toute petite que j'avais lue et qui est aussi magnifique. C'est le même procédé, c'est Digli qui a demandé à Clémentine Beauvais de traduire le texte. L'écrivaine, je sais plus si elle est poétesse ou pas, ou romancière, donc de l'écrivaine anglaise, en tout cas de langue anglaise, Christina Rossetti, et toujours illustré par Digli. Donc en fait ça c'est une version initiatique de ce texte-là qui est magnifique, et en plus le rose est symbolique dans le mouvement féministe, et je le trouve vraiment magnifique. Et donc on arrive à la dernière question, question 13. Livre que j'ai besoin de lire. Alors vraiment besoin, c'est un mot très fort, trop fort pour cette vidéo. Besoin de lire un livre, bah non, sinon je l'aurais fait. Par contre, j'ai interprété, et vous m'en voudrez pas, besoin comme le livre pour lequel je suis prête à faire le plus d'efforts, ou un effort le plus important, le plus colossal pour pouvoir lire ce livre. L'idée qu'il y a derrière, c'est si que je suis prête à faire autant d'efforts pour lire ce livre, c'est que c'est le livre dont j'ai le plus besoin. Et donc le livre, c'est Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid, qui n'est toujours pas traduit en français, et en fait c'est pour ça que je vais le lire en anglais. Je lis très peu de livres en anglais, et donc là je vais le lire en anglais, donc c'est vraiment un effort un peu plus important que d'habitude, d'où le fait que je le mette ici dans le livre dont j'ai le plus besoin. J'ai quand même très hâte de lire ce livre, il faut le dire, c'est une de mes lectures qui me donne le plus, une de mes lectures prévues qui me donne le plus envie. Voici pour les 13 questions de ce bilan de mi-année livresque pour ce début d'année 2024. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à y répondre vous aussi dans les commentaires, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!